Eh bien, chers auditeurs, le moment est venu de parler d'histoire, d'imaginaire, de légende. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de la chronique de Romain. Je vais vous parler d'une histoire qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'est l'œuvre que je préfère par-dessus tout. C'est mon coup de cœur à vie. Et ça s'appelle The Dark Crystal. Alors, moi je vais vous parler de ça, et je vais vous parler aussi de marionnettisme un petit peu, parce que Dark Crystal c'est une œuvre faite exclusivement en marionnette. Dark Crystal, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un film sorti en 82, qui a été réalisé par Jim Henson et Frank Oz, et qui a été imaginé par le concept artiste Brian Froud. Donc Jim Henson, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Ça vous dit quelque chose Pas ou du pas? tout. Pas du tout. Pas du tout, ok. Alors en gros, Jim Henson, je vais faire une petite présentation de ce gars-là parce que c'est quand même un sacré monument. C'est en gros le pionnier qui a apporté l'art du marionnettisme sur les écrans vers la fin des années 70 et début années 80. Par exemple, c'est lui qui a créé le Muppet Show. Ah oui, d'accord. C'est lui qui a créé Sesame Street, 1 rue Sésame en français, Fraggle Rock, ce genre de métrage pour enfants. C'est lui qui a apporté ça au cinéma. Il a créé aussi des compagnies, puisque dans les années 80, ça a vachement bien marché, Muppet Show, il y a eu des déclinaisons en pagaille. Il a créé la Jim Henson Company, qui est la maison mère, et qui a créé donc beaucoup de filiales au fil des ans, dont la Jim Henson Creature Shop, qui est en gros un atelier de création de marionnettes robotisées et d'effets spéciaux physiques. Pas d'effets spéciaux Numérique, ouais. numériques. Ouais, merci. Et globalement, en gros, la Jim Henson Company, elle est responsable de beaucoup d'œuvres TV et cinématographiques faisant appel aux marionnettes et aux animatroniques. Par exemple, Dr. Dolittle, un vieux film où les animaux, en fait, c'était des animatroniques. La série Farscape, je sais pas si vous connaissez. Je vois, mais j'ai jamais vu. De nom, j'ai jamais regardé, ou alors 1 ou 2 épisodes, je crois, mais sans plus. C'est une série de SF, et en gros, il y a des C'est avec personnages... des aliens, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le dernier homme qui est paumé avec des aliens, et il y a beaucoup de travail là-dessus de marionnettisme et de FX. Le film Max et les Maxi Monstres, pardon. Ah, Max et les Maximons, j'avais le bouquin quand j'étais gamin. Ouais, Ouais, pareil, et j'ai J'ai pas vu le film, donc, apparemment il est cool et il y a de la bonne musique. bah, le film est sympa, et les marionnettes sont assez impressionnantes et à taille humaine, donc c'est assez ouf. Enfin bref, voilà, donc Jim Henson, en gros, c'est assez un gros monument. Et d'ailleurs, je vais commencer par un petit point définition pour mettre un peu les choses au clair, parce que j'ai beaucoup prononcé le mot marionnette et le mot animatronique. Qu'est-ce que c'est les deux? C'est pas pareil. Marionnette, en gros, il y a plein de types de marionnettes différents. Mais grosso modo, on peut résumer ça comme ça. C'est des figurines articulées, qui sont actionnées par des fils, des tringles ou à la main, et qui sont animées par un ou plusieurs marionnettistes, souvent cachés dans un double sol, ou pas à la vue du spectateur. Et les animatroniques, donc c'est des marionnettes, sauf qu'elles sont complètement robotisées, donc elles sont actionnées par des moteurs, et elles sont animées à distance, soit par des câbles, soit par une télécommande. Donc ça c'est vraiment, voilà, comme ça on pose les bases, et maintenant on y va. Et donc en gros, la Jim Henson Company, ils ont aussi fait des trucs un peu inattendus. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la lessive Cajoline, avec le petit ourson. Ah bah, attends. Pas du tout. Et, Pas du tout. non, pas du tout. En gros, c'est une vieille marque de lessive, elle est toujours d'actualité. Et Avec dans les un années... ours. Ouais, avec un petit ourson. Et les années 80, ils avaient fait une pub, et le petit ourson était animé. Et du coup, voilà, c'était une D'accord. marionnette animatronique. Ils ont fait aussi le masque de Deadmau5, le DJ. Voilà. Mais il est animé. Il est animé, ouais. Et il bouge et tout, et il y a des petits effets dessus. Ils ont fait la scénographie de Lady Gaga, la mascotte de jus de fruits Joker. Ah oui, d'accord. Et je sais pas si vous connaissez Quentin Dupieux, le Oui, réalisateur. oui. Eh ben, c'est eux qui ont fait aussi la figurine, la marionnette Flatteric dans les Trop bien. dans les premiers clips de Quentin Dupieux. Voilà, donc ils font beaucoup de choses, quoi. Et alors, une petite anecdote un peu marrante sur la mort de ce grand homme-là. En gros, 9 mois avant sa mort, Jim Henson était en train de négocier un rachat de la Jim Henson Company par Disney à 150 millions de dollars. Donc c'est quand même un gros rachat. C'est clair. Malheureusement, il meurt 9 mois plus tard, et sa mort en 90, elle interrompt toutes les négociations avec Disney. Et la chaîne PBS a diffusé une cérémonie funèbre à l'intention de Jim Henson, vue par des millions de spectateurs, en l'honneur, voilà, de Jim Henson et de son énorme travail. Et voilà, je trouve ça extraordinaire, quoi. Enfin, Il avait du succès à l'époque, genre c'était vraiment un mec très très connu. c'est un mec très très connu, dans le sens où les Muppets Ouais, en même étaient temps, énormément c'est connus. ça, ouais, c'est clair. Et du coup, lui, c'était le créateur de tout ça, et puis tout était brandé Jim Henson, donc tu pouvais pas passer à côté de Jim Ouais, Henson. ouais. Donc ça, c'était assez incroyable. Et du coup, C'est clair. sa mort pendant le rachat par Disney, elle a aussi incité sa famille à ne pas arrêter de négocier avec Disney pour reprendre l'affaire de manière familiale. Et donc aujourd'hui, t'as les 5 enfants qui gèrent la Jim Henson Company, et il y a la femme, je sais plus ce qu'elle gère, mais elle gère un autre truc, peut-être le Creature Shop, ou je sais plus. Mais c'est devenu une affaire de famille, en fait. Jim Henson, il a collaboré avec un homme qui s'appelle Brian Froud, que j'ai introduit au tout début.
sur le plateau de Dark Crystal, donc film dont je vais parler après, et le plateau de Labyrinthe, qui est un film qu'ils ont fait D'accord. juste après. Je sais pas si c'est un film Labyrinthe, c'est un film avec David Bowie. ouais, avec David Bowie, il a fait Qui Ah, joue le c'est roi des celui-là, c'est gobelins. celui-là, d'accord. Ouais, J'arrête voilà. le roi des gobelins. Ah, il est trop Ouais, bien c'est ce ça. film. Ouais, il est super. J'adore ce film. Et donc, dans ces deux films, en fait, c'est Brian Froud qui a tout créé, l'univers, les créatures, le folklore, etc. Brian Froud, du coup, est toujours vivant, d'ailleurs. Et donc, c'est lui qui a emprunté, en fait, aux univers, au folklore un peu féerique et fantastique, pour créer, en gros, une mythologie unique. Alors, dans Labyrinthe, on sent un peu plus le côté féerique. Dans Dark Crystal, vraiment, c'est complètement différent. On sent qu'il y a une patte, mais Dark Crystal, c'est vraiment quelque chose de très 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 unique en termes de genre. C'est pour ça que je vais détailler ça plus tard. Et il y a une anecdote. Alors là, ouvrez les oreilles, parce que ça c'est incroyable, je trouve. Donc Brian Froud, en gros, il a rencontré sa femme Wendy, qui était puppet maker et sculptrice sur le tournage de Dark Crystal en 78. Ouais. Donc ils se sont mariés, etc. En parallèle du tournage de Dark Crystal, Brian, il dessinait les concept art du film Labyrinthe, donc à côté. Et en gros, dans ce film-là, en gros, il avait dessiné un bébé qui devait être le personnage central du film. Et 6 mois plus tard, en fait, avec Wendy, ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé Toby. Et cet enfant, il ressemblait, genre, exactement au bébé que Brian avait dessiné avant qu'il naisse. Oh la vache. Et donc, ça, c'est un truc de malade. Et du coup, ils ont choisi d'utiliser, en fait, leur enfant Toby comme acteur principal du film Labyrinthe. C'est trop bien. C'est énorme. Mais il s'appelle Toby en plus, il me semble. Il s'appelle Toby, ouais. Toby Froud. Dans Labyrinthe. Et en grandissant, en fait, Toby, aujourd'hui, il doit avoir notre âge, à peu près une petite trentaine, comme ça. Et en grandissant, en fait, il est devenu puppet maker et sculpteur exactement comme sa mère. Et les trois, ils ont dirigé ensemble la série Netflix The Dark Crystal Age of Resistance, qui est sortie en 2019, l'année dernière, il y a à peu près un an C'est la suite, d'ailleurs. du coup, c'est ça? Alors c'est pas la suite, c'est un préquel. Ah, c'est un préquel, d'accord. C'est un préquel qui a été fait, ouais, du coup, 37 ans plus tard, et qui a été réalisé par Louis Letellier, c'est un Français. C'est voilà. celui qui a fait l'incroyable Hulk. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas. Et c'est lui qui a fait aussi les films avec les magiciens, là, si je dis pas de conneries. Ah, Intouchable, non, c'est pas ça? Non, non, ça c'est avec Omar Sy. Non, c'est un truc un peu pareil, non? Insaisissable, je crois. Ouais, Insaisissable, voilà. Ah, c'est ça. ok. Ouais. Louis Letellier, c'est ça? Ouais. Et du coup, ouais, c'est lui qui a fait la série Netflix qui est excellente. Et du coup, la famille Froud s'est occupée de la direction artistique. Donc il y a vraiment une continuité en fait entre les gens qui ont créé The Dark Crystal originel et le Dark Crystal de 2019. Et c'est un peu une continuité, un peu du coup du sort, mais ça se ressent dans l'œuvre, c'est vraiment exceptionnel. Ah merde, non, j'ai confondu Louis Leterrier avec Louis Letellier, autant pour moi, désolé. Ah bah perdu. C'est pas loin. Mais il est français aussi, Louis Leterrier. Mais c'est Dommage. ok. À une lettre près, on n'était pas très loin. C'est clair. Ah, on était pas loin, on était pas loin. Mais c'est fou parce que c'est vraiment familial comme projet, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, ouais, c'est une affaire de famille, sans déconner. Et petite anecdote en plus sur Wendy Froud, donc la femme de Brian Froud. En fait, avant Dark Crystal, je crois, dans 77 ou un truc comme ça, c'est elle qui a créé la figurine de Yoda dans Star Wars 4, 5 et 6. Ah, Donc il y a toujours un espèce de lien là. tout est lié toujours, quoi. Alors Tout du coup, est est-ce que lié. Yoda c'est une marionnette ou un animatronique? C'est une marionnette, je crois, non, c'est ça? Hein? C'est une marionnette? Parce qu'il y a Frank Oz qui est en dessous. Ouais, c'est ça? c'est ça. Ok. Et voilà. Et du coup, Frank Oz qui réalise Dark Crystal. Enfin, tout est lié. Tout est lié, c'est incroyable. C'est une théorie du complot. Mais... C'est un C'est petit clair. monde, en fait, ce monde-là. Ça, ou alors c'est ils clair. ont le monopole des marionnettes. Hein. C'est une civilisation de marionnettes qui nous contrôle, en C'est fait. clair. Et du coup, voilà, moi je vais vous parler vraiment de Dark Crystal, du film, et ensuite de Dark Crystal, la série. Dark Crystal, le film, c'est un film qui est sorti et était censé être pour enfants. C'est-à-dire que le scénario, il est assez simple, etc. Et pourtant, ceux qui l'ont vu, en fait, en grandissant, le retour qu'ils en ont fait, c'est plutôt d'un film un peu bizarre, un peu creepy, assez traumatisant même. Moi-même, il m'a traumatisé, parce que les méchants du film sont vraiment très très réalistes. Le côté puppet, ça, c'est vraiment ultra réaliste, malgré ce qu'on pourrait croire. Et du coup, ça donne une atmosphère assez étrange au film. Ce que je peux commencer à faire, si vous voulez, pour vous en dire un peu plus sur le film, c'est de vous lire le synopsis. Et après, je vous expliquerai pas mal de choses sur les behind the scenes, etc. Je sais plus comment on dit en français behind the scenes. Les derrière la scène. Les derrière la scène, on va dire ça. Les dessous de scène, peut-être plutôt, je pense. Non, mais derrière la scène, je trouve ça très drôle. On va dire ça. Alors, le synopsis de Dark Crystal, sorti en 82, donc dans un monde fantastique appelé Tra, un gigantesque cristal, gardé par les profondeurs d'un château, accumule la lumière des 3 soleils qui éclairent la planète, pour la restituer sous forme d'énergie vitale aux êtres qui y vivent. Le cristal, qui était blanc à l'origine, s'est assombri depuis 1000 ans. Tra vivait en parfaite harmonie,
jusqu'au jour où le cristal se brisa. Les Urskek, pardon, ça va être compliqué. Les Urskek, êtres semi-divins qui avaient élu domicile sur Thra, se scindent alors lors d'un alignement cyclique des 3 soleils appelé Grande Conjonction. Ils se divisent en 2 races distinctes, celle des mystiques, au nombre de 10, des êtres chevelus bons, paisibles, au museau un peu allongé, et celle des Skekses, au nombre de 10, sortis de carapaces reptiliens un peu hargneux et cruels. Cupides et orgueilleux, les Skekses s'emparent du château du cristal pour jouir de son pouvoir amoindri, et les mystiques ont été contraints de se réfugier dans un vallon secret loin du château. Survient alors une prophétie, émise par la gardienne des secrets, Ogra, qui en réalité, je spoil un peu, mais qui est la réincarnation de Thra sous forme de personnage, selon laquelle le pouvoir des Skekses sera renversé et l'éclat du cristal restauré par un représentant de la race des Gelfling. C'est un peu des elfes, grosso merdo. D'accord. Les Skekses, voulant conserver leur pouvoir, lèvent une armée de monstres et massacrent les Gelfling. Et le film commence donc bien plus tard de tout ça, avec un Gelfling qui a réchappé avec ce massacre, qui s'appelle Jen. Et Jen, c'est un jeune garçon donc qui a été sauvé par les mystiques et élevé dans leur vallée par le maître. Et celui-ci, qui est mourant, lui révèle sa mission cruciale, comme une espèce de prophétie, voilà. Donc retrouver l'éclat de cristal et guérir le cristal avant la prochaine grande conjonction. Du coup, il commence sa quête et la découverte du monde qu'il n'a encore jamais parcouru. Donc c'est un peu, tu vois, vous voyez, c'est un peu le récit à la Lord of the Rings ou Star Wars. C'est un peu le garçon un peu qui découvre le monde et qui est conseillé par un vieux barbu et qui doit sauver l'univers, voilà. Classique. Donc c'est un peu classique, voilà, pour enfants. C'est comme ça. C'était 82. Du coup, pour enfants, mais pourtant, l'œuvre est quand même extrêmement complexe dans sa réalisation, dans sa création, dans son art. Et du coup, le scénario, bon bah, faut le prendre que tel quel, mais il faut avoir quand même un certain deuxième regard, et là, on va détailler ça juste après. Il faut quand même parler avant de l'univers un peu de Dark Crystal qui est immense. Genre, on voit, tu vois, on voit l'univers de Star Wars qui est très complexe, il y a plein de races, il y a plein de planètes. L'univers d'Harry Potter, c'est pareil, il y a plein de maisons et tout. L'univers de Dark Crystal, franchement, il a rien à jalouser, parce que on peut littéralement faire une encyclopédie tellement il y a de créatures présentes en 1h30 de film. De petits détails partout, de choses, je crois que, je sais plus, mais dans la série Netflix, c'est 1500 créatures qui ont été créées juste pour les 10 épisodes de la série. C'est des proportions hallucinantes pour faire vivre un univers, en gros, qui doit être crédible. Et faut bien comprendre que, en gros, le cinéma, au sens large, il nous habitue à des étiquettes. Genre, il nous dit, ça c'est un film de gangster, ça c'est un film de SF, ça c'est du western, ça c'est médiéval fantastique. Il faut que la thématique, en gros, de l'univers soit clairement identifiable pour que la majorité s'y projette. Or, Dark Crystal, il rentre pas du tout dans cette case. C'est impossible de dire Dark Crystal c'est telle case, parce que Dark Crystal c'est unique, c'est un monde unique, il y a des lois uniques. On pourrait assimiler ça à de la fantasy, si on veut, ou de la dark fantasy, mais ça serait quand même réduire sa complexité. D'accord. Ouais, et en gros, c'est à mon sens tout le génie de Brian Froud dans ce film, c'est d'arriver à créer une œuvre qui est vraiment genre, qui se détache de tous les codes. Et ça, c'est très très rare dans le cinéma. Et si vous devez le revoir aujourd'hui, voilà, bon, faut quand même se replacer dans le contexte du cinéma fantastique des années 80. Le film a un peu vieilli, mais il est quand même très impressionnant. Donc faut pas le voir comme une conquête de plus à son tableau de chasse cinéphile, mais faut plutôt lui laisser sa chance. Faut accepter d'entrer dans cet univers un peu bizarre mais riche. Mais cependant, en tant que binge-watcher des années 2020, moi je vous conseille quand même de commencer par la série Netflix qui est beaucoup, beaucoup plus abordable. D'accord, ok. Et j'arrive du coup à une anecdote qui est assez personnelle du coup. En gros, la première fois que j'ai vu Dark Crystal, c'est quand j'étais ado, quand je devais avoir 18 ans, je sais pas quoi. J'avais vu la cassette, mais on n'avait pas de lecteur cassette, et du coup j'ai dû le télécharger, j'ai dû le pirater pour le voir. Et je téléchargeais énormément de films à cette époque-là, et je savais pas du tout à quoi m'attendre d'un film de marionnette parce que j'en avais jamais vu. Du coup, j'ai regardé le film, j'ai eu un sentiment étrange de regarder quelque chose d'unique, avec une esthétique un peu imparfaite, des images plus imparfaites que des images de synthèse, et beaucoup plus réelles et vraisemblables. Et ce genre de sentiment-là, je l'ai jamais eu ensuite quand j'ai regardé des films, plus jamais, quoi. C'est uniquement avec Dark Crystal que j'ai trouvé ça. D'accord. C'est pour ça, j'ai l'impression que genre tout le film est comme ça. C'est pas comme par exemple Jurassic Park où ok t'as des dinosaures en animatronique où des fois ouais ça peut te faire ressentir des émotions un peu chelou. Mais là oui, enfin moi j'ai pas vu Dark Crystal, mais justement j'aimerais bien tenter cette expérience-là. Bah justement, c'est un bon exemple parce que voilà, Jurassic Park, donc c'est les dinosaures qui sont en animatronique et dans oh là 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 là. Dans Dark Crystal, 100% du film est fait en Muppet. C'est vrai, c'est incroyable. Je crois qu'il doit y avoir
je crois qu'il doit, sans déconner, je crois qu'il doit y avoir une scène de 2 secondes qui est faite avec un acteur, mais je suis même pas sûr. Pour amuser à la retrouver, c'est quand Jen monte une falaise en allant voir Ogra ou un truc comme ça, et du coup, comme il y a un truc un peu dynamique à faire, enfin bref, mais je suis même pas sûr de ça en vrai, parce que de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est 100% de marionnettes. D'accord. Pour finir un peu sur le film, donc pour parler pognon, à titre de comparaison, Star Wars 4 à l'époque a demandé 11,5 millions de dollars à produire, et on a rapporté 323. D'accord. Donc c'est quand même un énorme carton. Oui, carrément, ouais. Et Dark Crystal en a demandé 15 millions, et on a rapporté 41. Donc c'est un moins bon carton. Ouais. Parce que le film a été jugé un peu simpliste dans son scénario, mais extrêmement bien réalisé et blablabla. Et puis le marionnettisme, c'est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus cher techniquement que la comédie. Ouais. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à construire, c'est des années de travail avant de faire le film en fait. Et voilà, mais pourtant, chacun à leur manière, en gros, ces 2 films, ils sont considérés comme des classiques cultes de leur genre. Star Wars, bien sûr, la SF, et Dark Crystal du genre fantasy. Et encore, c'est réduire, j'ai l'impression, ces films à ces genres-là, mais enfin, comme Star Wars, c'est un peu un mélange de western, de science-fiction, d'heroic fantasy. Dark Crystal, j'ai l'impression aussi que c'est un mélange de plein de trucs quand tu nous le dis. C'est clair, ouais. C'est juste qu'on a tendance toujours à mettre des trucs dans des boîtes pour que les gens s'y retrouvent, mais c'est vrai que... Ouais, c'est ça, des étiquettes, c'est clair. C'est ça. C'est vrai que pour simplifier, Star Wars c'est du space opéra et Dark Crystal, de ce que tu as l'air d'en dire, c'est de la dark fantasy, quoi, un peu. Ouais, on peut. En tout cas, un précurseur de dark fantasy, quoi. Mais dans les 2 cas, tu vois bien que ça reste de la simplification, quoi, et quand tu le regardes, c'est toujours plus complexe. Les fans, en tout cas, toujours plus complexe, ouais. Les fans de Star Wars, ils auront, à mon avis, du mal à dire que c'est de la pure SF, parce que il y a trop de choses sous-jacentes, voilà, enfin bref. C'est un débat. Moi, je vous conseille, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'écouter, l'épisode 13 de De Tout et de Rien, où Benjamin parle de space opéra, justement, et un petit peu de Star Wars, parce que, techniquement parlant, c'est rangé dans ce genre-là. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à aller y faire un tour, sachant que il n'est pas encore terminé d'être monté à l'heure actuelle. Benjamin qui est un très bon chroniqueur, d'ailleurs. Oui, effectivement. Et on dit pas ça parce qu'il nous écoute, hein. Moi j'irai faire un tour parce que ça m'intéresse. Je suis touché, dit-il. Cette fois-ci, on va parler un peu de la série Dark Crystal Age of Resistance, donc sur Netflix, qui est sortie l'année dernière, 2019. Et en gros, cette série, elle est assez incroyable dans le sens où personne ne l'attendait, dans la fanbase en tout cas, parce que faut savoir, entre 82 et 2019, il y a quand même 37 ans qui séparent, et en 37 ans, il y a le temps de vivre une vie, hein. Donc tout le monde avait oublié. Ouais, les mecs, ils avaient plus d'espoir. Non, moi, même moi perso, j'étais un très très grand fan et j'avais aucun espoir qu'il y ait même un 2e film ou un truc comme ça. Et il y avait eu un projet de 2e film, mais il était abordé parce que justement, c'était trop cher, quoi. Et là, Netflix arrive en grande pompe avec les fils et filles Henson à la production. Il y a toute la famille Froud qui revient. Il y a 83 marionnettistes qui sont engagés, il y a des studios en béton, il y a un casting de voix de malade. Il y a par exemple, je sais pas alors je vais citer des noms, mais Taron Egerton de Kingsman. Ah oui, d'accord. Okay. Nathalie Emmanuel et Nathalie Dormer de Game of Thrones. Nathalie Dormer dedans? Il y a la voix de Nathalie Dormer? Ouais. Ok, je vais aller directement voir cette série dès qu'on a terminé. Attends, c'est pas fini parce qu'il y a mieux. Il y a Helena Bonham Carter de tous les Tim Burton. D'accord. Alors mieux, je sais pas, mais d'accord. Il y a Simon Pegg de la trilogie Cornetto, vous savez, les films genre Hot Fuzz. Avec Nick Frost. Ouais. Oh, j'adore. Il y a Sigourney Weaver de Alien. Putain. Et il y a même, on y revient à Star Wars. Mark Hamill, bravo. Oh putain, il est partout cet homme, c'est incroyable. C'est pas ouf. Mal. C'est ouf. C'est fou. Et ça, c'est dans la série Netflix. Hein. Ouais, bien sûr, la série Netflix. Oui. Non, mais c'est incroyable. Moi, j'ai des chiffres après que je pourrais balancer comme ça, comme du fric par-dessus la fenêtre. C'est incroyable. Et la série. Vas-y, on aime les chiffres. Ouais, non mais. La série, en gros, c'est un préquel au film qui se passe avant que les Skeksis ne décident de décimer les Gelflings. Donc, en plein âge d'or, en fait, des Gelflings. Donc, on voit beaucoup de ces petits elfes-là, donc les Gelflings. Et le synopsis est beaucoup plus court, mais assez simple au final, mais assez percutant. Un peu à la Netflix, quoi. Ouais. C'est un synopsis de 3 lignes qu'après ils développent comme des malades. L'histoire, c'est alors que sur Thra, la race Gelfling prend conscience du fait que les suzerains adorés habituellement, les Skeksis, sont des exploiteurs qui siphonnent la force du cristal pour prolonger leur propre vie, tout en se proclamant les dirigeants de Thra. 3 Gelflings, Ryan, Brea et Dit, inspirent une rébellion après avoir découvert un horrible secret derrière le pouvoir des Skeksis qui menace tout Thra et le cristal. C'est une métaphore du capitalisme, en fait, un peu ça, non? Ah, mais on y revient. Alors, toutes mes chroniques vont parler de capitalisme, okay, ouais. C'est fou, ça. Bon, je ferai gaffe pour la 3e. Toujours un lien avec le capitalisme, voilà.
On peut appeler ça le capitalisme, le point capitalisme. Le point capital. Ouais. T'es le chroniqueur spécialisé sur le capitalisme. Voilà, après ce sera sur Mad Men et Loup de Wall Street. Ah, les pieds dans le plat, bam. Donc en gros on arrive dans un monde un peu plus développé que dans le film, dans le sens où il y a des nations Gelfling, il y a de la géopolitique, il y a de nouvelles créatures, il y a une intrigue découpée à la Game of Thrones. Vous voyez, c'est un peu de ceci, un peu de cela, vous voyez, ça suit comme ça. Et personnellement, j'adore le traitement qu'a eu la série, parce que l'histoire, en gros, elle nous parle d'équilibre des forces, elle nous parle de respect de la nature, de respect de Tra, du coup. Elle nous parle de féminisme, aussi, parce que la société Gelfling, c'est une société matriarcale. D'accord. C'est les femmes qui ont plus d'autorité que les hommes. On appelle les dirigeantes de chaque clan, c'est des matras, je crois. C'est le terme, si je dis pas de bêtises. D'accord. Je peux dire des bêtises, par contre. Puis les gens iront vérifier. Hein. Ouais, voilà, vous irez vérifier sur notre dieu et maître Google. Biologiquement, en fait, même, les femelles Gelfling possèdent des ailes que les hommes n'ont pas. Donc les femelles peuvent voler, et les mâles peuvent pas voler, en fait. Obligés de rester terre à terre. Et dans la société, en gros, Gelfling, c'est intéressant parce que les femmes, elles ont toujours des postes de dirigeantes ou de chefs, et les hommes, ils ont toujours des postes d'artisans, de créateurs, de forgerons, de ce genre de trucs. C'est super, super intéressant de voir que un univers comme ça qui renverse beaucoup de choses. Ça fait du bien de voir des histoires où tout n'est pas centré sur le pouvoir des hommes, et ça aide à prendre un peu de recul sur... Mais ça, c'est un truc pas mal dans la fiction, ouais, tu prends un truc de la société et tu le retournes. Ouais. Et du coup, ça peut te permettre de développer des univers, des trucs qui sont hyper originaux. Ouais. Et pourtant, c'est très simple à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est super intéressant, dans le sens où tu peux tout repenser, et ça donne une perspective qui est d'emblée opposée à ce que tu connais, et ouais, je suis fan de ce petit détail. Mais en gros, voilà, donc j'ai beaucoup parlé de tout ce qui est nation et tout, mais si on regarde en fait que ça, on apprécie que 50% de Age of Resistance, parce que les 50% restants, en fait, c'est le challenge technique titanesque pour arriver à ce niveau de détail dans chaque plan. Parce que, clairement, hein, pendant la série, vous faites le test, vous faites pause n'importe quand, c'est un tableau. C'est vraiment un tableau. Genre tous les plans sont pensés pour être des tableaux. C'est magnifique, c'est un travail qui est colossal. Dans la série, en tout cas, il y a plusieurs races qui se partagent un peu les terres de Tra. Il y a les podlings, qui sont une sorte de petits êtres innocents et rigolos qui habitent les troncs d'arbres. Et les podlings, par exemple, eux, c'est des marionnettes à main. C'est-à-dire, c'est une main dedans la marionnette, et donc on voit jamais leurs pieds, ou alors on voit que leurs pieds, mais on voit jamais le podling dans son entièreté. D'accord. Vous voyez ? Ouais. Ouais, genre si tu mets ta main dans la marionnette et tu l'animes. Voilà, et du coup, pour animer ça dans un contexte, genre t'es dans une forêt et t'as des podlings qui marchent, c'est hyper compliqué, et ils y arrivent super bien, genre on se rend pas compte en fait de la main en fait dans le podling. Ça c'est impressionnant. Les Gelfling du coup c'est des marionnettes à main qui sont avancées, c'est-à-dire elles ont plus de contrôle que les simples podlings, parce qu'elles sont plus grandes aussi, et elles ont des parties animatroniques, par exemple les yeux, etc., donc ils sont contrôlés par un marionnettiste externe. Donc il faut 2 à 3 personnes pour contrôler un Gelfling. T'as un ou 2 marionnettistes qui font, en général, il y en a un qui fait la tête et un autre qui fait le corps, et il y a un animateur à distance pour tous les détails, genre les oreilles qui bougent, etc., les émotions. C'est un gros travail, hein, boulot, ouais, que ça va demander. Chaque scène, c'est un gros boulot. Et les mystiques et les Skeksis, qui sont des costumes à taille humaine, donc c'est vraiment genre des costumes de 2 mètres de haut, je crois qu'il faut plusieurs centaines de mètres de tissu pour faire un seul mystique ou un seul Skeksis. Et pour rentrer dedans, en gros, faut être penché à 70 degrés. Donc t'imagines, t'es penché à 70 degrés, tu marches sur tes genoux pliés, et c'est extrêmement physique, parce que il faut tout bouger en même temps, il y a que toi qui bouge tout, et c'est un taf qui est titanesque. Et du coup, il y a une anecdote par rapport à ça qui est marrant, c'est que dans le film Dark Crystal originel, les marionnettistes qui jouaient les mystiques et les Skeksis, ils avaient une mutuelle santé qui était plus avantageuse que les autres, à cause justement des douleurs de dos et de genoux qui devaient supporter plusieurs heures dans le même costume. C'est génial comme anecdote. C'est clair. C'est ouf ça. Mais... c'est clair. Trop bien. Mais c'est en vrai, enfin, merci la Jim Henson Company, parce que je pense que, enfin, tu passes plusieurs heures dans ce truc-là, t'en peux plus, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. T'as fait le sport de l'année. Et donc, les plupart des décors, en gros, qu'on voit dans la série, ils sont faits à la main et à taille humaine. Donc, je crois, je sais plus le chiffre exact, mais je crois que c'est entre 40 et 70 plateaux différents. Donc, c'est un gros studio, tu vois. Ouais. Et à taille humaine, hein, ça veut dire vraiment, genre, tu peux te balader dedans, etc. Et en plus de ça, il faut penser à un double sol.
justement pour les podlinks, etc. marionnette. Voilà, pour que le gars, en fait, il soit en dessous et qu'il puisse sortir la main à hauteur du sol du décor, qui est un petit en dessous de la taille d'un humain. Donc c'est un peu plus compliqué que juste faire un décor. Et dans cette série, l'intérêt, du coup, c'est qu'ils ont réussi à mixer les CGI, donc les images de synthèse, avec tout ce qui est manuel. Il faut savoir, donc, c'est quand même 20% de CGI pour 80% de marionnettisme et de décors manuels. Donc c'est quand même honnête, quoi, par rapport aux 100% du film originel. Et là, les CGI, en gros, ils ont été utilisés surtout dans les plans larges, pour faire les backgrounds très très loin, etc. Ou certaines scènes d'action où bah là la limite technique des marionnettes fait que il faut inclure voilà un peu de CGI. Mais globalement quand vous le regardez c'est beaucoup de marionnettisme. Ça va être beau. Et quand tu as ce constat en tête, quand tu sais que en fait derrière c'est pas de la CGI, c'est pas ce que tu as l'habitude de voir, bah le rendu final il est encore plus beau. Parce que t'as le travail en fait, t'as le poids du travail qui joue sur la qualité de l'œuvre. Ça c'est très important. Voilà. Et alors à la demande en fait de Brian Froud, donc le directeur artistique, les marionnettistes ont dû utiliser une méthode qui s'appelle le bunkaru. C'est un type de théâtre marionnette japonais où le marionnettiste en gros il manipule ses marionnettes à la vue du public. Donc en fait il est sur scène. Okay. Il est avec la marionnette, il est derrière par exemple, et il fait bouger la marionnette voilà avec plusieurs systèmes de levier, tout, c'est très très mécanique. Et généralement il est vêtu de noir pour qu'on le voit pas trop et pour que le spectateur se focalise sur la marionnette. Et donc là Brian Froud en fait il a repris cette méthode, c'est super intelligent, parce qu'il l'a adapté aux technologies actuelles. C'est-à-dire que dans la série, quand les marionnettistes utilisaient le bunkaru, ils étaient vêtus de combinaisons vertes afin d'être retirés du plan final digitalement, la technique du fond vert en fait. Et donc voilà, il y a pas mal de trucs comme ça où tu remets ta marionnette et en même temps tu l'adaptes aux technologies. Ouais. Ça rend le truc super vivant en fait. Et avec des techniques que t'aurais pas pu faire il y a 20 ans et 30 ans. C'est clair. Donc c'est super impressionnant. Et voilà, et donc j'arrive à mes chiffres que je disais tout à l'heure. Alors, des chiffres. Vous voulez des chiffres ? Ouais. Alors, oui, on veut des chiffres. Alors 2, 28, 77, voilà des chiffres. C'est même des nombres Allez, d'ailleurs. Merci. Vous couperez cette blague, hein. Donc en gros, la série, si je donne des chiffres, elle a demandé plus de 170 marionnettes différentes, c'est-à-dire environ 1 an et demi de travail de création avant tout ce qui est montage, prise de vue, etc. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu vois, par exemple, à côté, un Wallace et Gromit, qui est en stop motion, donc image par image, en pâte à modeler. Wallace et Gromit, c'est 1 an et demi, non, 2 ans et demi même, pour tout faire. Là, c'est un an et demi pour préparer, et ensuite, il y a encore 1 an et demi derrière pour tourner, etc. Ouais, parce que j'imagine que le tournage doit durer aussi super longtemps avec ce genre de technique. Ouais, je sais plus les chiffres exacts, mais enfin, tu trouves ça sur YouTube, il y a des behind the scenes, voilà, des derrière la scène. Bref. Et donc, il y a d'autres petits chiffres comme ça qui sont intéressants. Par exemple, il y a une scène dans une bibliothèque, c'est, je crois, au tout début de la série, où tous les murs, en gros, sont littéralement recouverts de livres. Donc, c'est très bucolique, tu vois. Et ces livres-là, en fait, il y a 10 000 livres qui ont tous été peints à la main, un par un. Oh là là. Ce travail de malade. Le taf de fourmi. Alors c'est pas un chiffre, mais du coup je savais pas trop comment l'intégrer, mais je trouve ça super marrant quand même. En 82, en gros ils animaient les animatroniques fait des câbles, une technique de base. Et en 2019 en fait ils ont utilisé un truc un peu différent pour animer les animatroniques. Ils ont utilisé une Wiimote, donc de Nintendo, qu'ils ont modifié pour pouvoir couvrir les besoins voilà, d'animation. Et donc voilà, je trouvais ça marrant qu'ils utilisent des Wiimotes à la place de c'est clair. de trucs professionnels. Ouais, alors, on peut supposer que c'est parce que peut-être la Wiimote elle est plus sensible que les trucs professionnels, mais ça me paraît un peu, je sais pas. Ouais. Ou peut-être moins sensible, je sais pas. Enfin, plus adapté en tout cas. Et donc pour conclure un peu dans toute cette histoire, donc en temps normal en fait quand on regarde Avengers par exemple, quand on regarde Superman ou d'autres blockbusters quasiment à 100% en CGI, derrière que du fond vert. En fait, on mesure pas le travail, on mesure pas les armées qui sont derrière, les armées d'infographistes, les armées d'artistes 3D et tout. On prend le résultat comme argent comptant, on se dit voilà, bon bah c'est encore un blockbuster, c'est truc, et on est extrêmement critique sur des petits détails de rendu, alors que quand on regarde Age of Resistance, c'est un peu comme regarder un film en stop motion à la Wallace et Gromit. Il faut être conscient en fait du travail titanesque qui a été accompli derrière, de la quantité d'heures dépensées, de l'artisanat requis, c'est vraiment de l'artisanat pour une œuvre de cette qualité. Du coup, afin de pleinement apprécier le résultat. Et donc, en définitive, voilà, regarder le derrière la scène est presque aussi magique que regarder la série. Du coup, pour finir, je parlais un petit peu des dérivés, des produits dérivés de la série Dark Crystal. Il y en a eu plusieurs. Rapidement, il y a eu un manga qui s'appelle Legend of the Dark Crystal qui est pas ouf, qui est pas très beau.
Il y a eu des romans qui s'appellent Shadows of the Dark Crystal que j'ai pas lu. Ça se trouve, ils sont bien. Moi, j'ai lu surtout les comics, qui sont vraiment excellents. Donc, il y a The Dark Crystal Creation Myth, qui explique en gros l'origine de Tra, l'origine de plein de personnages. Donc, c'est super intéressant. Et il y a The Power of the Dark Crystal, suivi de Beneath of the Dark Crystal, qui sont en gros les suites du film. Là aussi, c'est super intéressant. Ça prolonge l'expérience du film, donc c'est super cool. Et ça introduit d'autres types d'autres races, d'autres espèces, donc c'est super intéressant. Il y a un jeu vidéo aussi sur Switch qui s'appelle The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Et comme son nom l'indique, c'est un tactics, et donc ça veut dire que c'est rien à voir avec la série en vrai. Moi je comprends pas du tout ce jeu-là. Dark Crystal c'est un truc tu peux très bien l'imaginer en RPG ou quoi que ce soit, mais non, ils ont voulu faire un tactics. Trop bizarre. Ça me sort par les yeux cette histoire. J'y ai pas joué de haine. Voilà. Et en plus, ça aurait été l'occasion de sortir un jeu sur cet univers. Ouais, non, mais c'est ça, mais non, c'était un coup de com', quoi, c'est un truc comme ça. Okay. Il y a une convention aussi, qui s'appelle The Great Conjunction, donc pour la grande conjonction. Alors, c'est à Boreham Wood, au UK, bon, pourquoi pas. Et après, bon, voilà, beaucoup de artbooks, de CD, de figurines, et si ça vous intéresse aussi, il y a des figurines qui sont extrêmement chères, mais extrêmement belles, qui sont faites par l'atelier Weta, W-E-T-A. Ok, cool. Voilà, donc si ça vous intéresse comme série, n'hésitez pas à commencer par la série Netflix, très abordable, très très belle, et voilà. Bah écoute, t'as bien vendu ta marchandise, si je puis dire. J'ai bien vendu ma Camelote. C'est ça. Bah moi franchement, je savais déjà qu'il fallait que je la regarde parce qu'on m'avait déjà dit quand elle était sortie qu'il fallait que je la regarde. Mais du coup, tu l'as bien vendue. Bon, j'avoue que tu m'as eu aussi à Nathalie Dormer, mais je pense que je la regarderai quand même. C'était ça. Mais la même, hein, moi ça me donne envie à 100% de tout regarder, sachant que je suis aussi super curieux de voir le film. Ouais. J'aimerais bien essayer de commencer par ça si j'arrive à le trouver. Mais sinon, ouais, la série Netflix. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.